Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Aujourd'hui, nous recevons Bana Ibrahim, qui est activiste politique. Avec lui, nous allons parler de plusieurs sujets touchant à la vie socio-politique de notre pays. Mais avant de venir à lui, retenez que les acteurs de la société civile, à savoir Munkaila Halidou du SINASEB, également secrétaire général de la CNT, Michael Zodi et Moudi Moussa du mouvement Tournons la page Niger vont passer leur 96e nuit de détention dans les maisons d'arrêt de Daikaina, Walam et Kolo dans la région de Tillabéri. Ils ont été tous arrêtés à la suite de la manifestation pacifique du 15 mars 2020 contre le détournement de plusieurs milliards de francs CFA au ministère de la Défense nationale. Depuis leur arrestation, des voix s'élèvent au Niger et à l'international pour exiger leur libération. Ensuite, hier a été célébrée la journée mondiale du réfugié. Le thème retenu pour cette célébration est « Chacun peut agir, chaque geste compte ». Le ministre de l'Intérieur Bazoum Mohamed et la représentante du HCR au Niger se sont tour à tour exprimés sur la situation des réfugiés. Détails dans le reportage qui va suivre. Réfugiés, on ne devrait pas refuser. Chacun peut agir, chaque geste compte. C'est par ce thème qu'est célébrée cette année la journée mondiale du réfugié. Un thème qui appelle à l'entraide et à la solidarité. La question du réfugié concerne pratiquement le Niger où un nombre considérable de personnes qui étaient persécutées consécutivement à des conflits sont venues se réfugier. Alessandra Morelli, représentante du HCR au Niger, précise la situation des réfugiés dans le monde et en particulier dans notre pays. Comme notre haut-commissaire Filippo Grandi a annoncé, ils sont soit presque 90 millions dans le monde, signe que ce monde a besoin de paix, a besoin de dialogue, a besoin de pays qui travaillent ensemble pour créer des espaces où tout le monde peut se retrouver en tant qu'humanité. Je remercie le Niger parce que ce Niger a toujours démontré cette humanité. Face aux problèmes que nous vivons à la frontière, le Niger a toujours reconnu que qui fuit de guerre et persécution a droit à un espace de paix et d'espoir. Au nom du HCR, au nom du haut-commissaire, M. Filippo Grandi, au nom de mon équipe, je salue la solidarité et la générosité du Niger et des Nigériens dans cet effort de redonner le souffle de vie et l'espoir. Intervenant à son tour, le ministre de l'Intérieur Bazoum Mohamed a relevé l'intérêt que porte le gouvernement nigérien à la situation des réfugiés. Nous en avons qui viennent de très loin. Nous en avons aussi très nombreux, malheureusement, qui viennent des pays voisins. Nous en avons qui sont là dans le cadre d'une formule tout à fait innovante que nous avons imaginé et assumé avec le HCR, qui consiste à donner la possibilité d'avoir un pays d'asile à des Africains qui étaient bloqués en Libye dans des conditions de détresse très fortes, dans des conditions de violence, de risque et de précarité. Ils transitent au Niger où ils finissent leurs dossiers qui sont entamés depuis la Libye déjà mais qui ne pouvaient pas finir. Et le HCR leur cherche et leur trouve des pays d'asile. Le gouvernement du Niger, sous les directives de M. le Président de la République, a témoigné sa disponibilité et sa solidarité à l'égard de tout ce que la vie a obligé de tout abandonner chez eux et de venir chez nous. Enfin, cette journée mondiale du réfugié est commémorée dans le contexte actuel où sévit le coronavirus qui commande d'observer les gestes barrières afin de se mettre à l'abri de la maladie. Et selon les informations fournies par le HCR, il est à retenir que le Niger est le premier pays à appliquer la Convention de Kampala à travers l'adoption d'une loi sur la protection des personnes déplacées.
Madame Ibrahim, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Pour commencer, comment analysez-vous la dernière sortie médiatique des avocats, des fournisseurs dans l'affaire du détournement au ministère de la Défense nationale? Je voudrais d'abord vous remercier de cette opportunité que vous nous donnez de parler sur un sujet aussi important. Ceci étant dit, pour moi, la sortie était ratée. Je l'ai déjà écrit sur ma page Facebook. Je l'ai expliqué que parler de la manière dont les avocats de certains fournisseurs avaient parlé, c'est un peu manquer de respect à la mémoire de nos hommes qui ont vraiment combattu et qui ont perdu leur vie à Inates, à Chinagoder, à Bosso, un peu partout sur le théâtre de la lutte contre le terrorisme. Puisqu'on ne peut pas on ne peut pas manquer de faire le lien entre certains ratés des débâcles connus par notre armée et le détournement des deniers publics qui étaient censés les mettre dans des conditions optimales pour assurer la défense de notre territoire. Donc les avocats, ils devraient se dire que la rue n'est pas un prétoire. C'est-à-dire lorsque nous avons des personnes que nous devons défendre, il vaut mieux réserver la défense devant un juge, soit d'instruction ou un juge de jugement. On ne peut pas transposer un débat qui doit se faire dans un tribunal, le transposer dans la rue. Ils n'ont pas du tout servi leurs clients et je trouve qu'ils auraient dû avoir une attitude un peu plus humble devant une situation qui est dramatique, une situation qui heurte la sensibilité de tout Nigérien qui aime son pays. Alors, dans l'affaire du détournement au ministère de la Défense, l'attention actuellement semble se focaliser sur les fournisseurs. Alors, selon vous, n'est-il pas temps pour la justice de s'intéresser aux différents ministres qui ont trempé leurs mains dans cette salle affaire? Depuis le début de cette affaire, je fais partie de ceux qui pensent qu'au-delà des fournisseurs, que je ne dédouane pas du tout, mais je trouve que la responsabilité première est une responsabilité politique. Aujourd'hui, tout au plus, les fournisseurs ne peuvent être que des complices ou des co-auteurs. Mais s'il y a eu ce qu'il y a eu au ministère de la Défense, c'est parce qu'on a laissé un régime comme celui de la Renaissance transformer des contre-valeurs en valeurs de gouvernance. Je m'explique. Aujourd'hui, on nomme quelqu'un ministre que tout le monde connaît, qui n'avait aucun copec il y a 3 mois avant sa nomination. 3 mois après, il construit une maison de plusieurs centaines de millions qu'il célèbre d'ailleurs, puisqu'on invite même à une fête de crémaillère, venez voir ce que j'ai construit. Ça pose de manière concrète une question de redevabilité des élus et des hommes politiques devant la nation et le peuple. Tant que parce que c'est une façon pour moi de rappeler que ce n'est pas qu'avec la Renaissance qu'il y a eu des détournements. Mais cela a continué parce qu'à chaque fois, on prend les fournisseurs, on laisse ceux qui ont permis aux fournisseurs de s'enrichir et qui se sont enrichis avec eux d'ailleurs, sinon peut-être même plus. Et demain, on ramène d'autres fournisseurs, on laisse sur place ceux qui sont à la base des détournements. Parce que pour moi, comme je l'ai dit sur ma page Facebook à plusieurs reprises, aucun fournisseur n'a la force nécessaire d'aller prendre de l'argent au trésor. Il ne peut le faire que parce qu'il y a des fonctionnaires véreux qui ont signé des marchés, qui ont permis qu'il y ait une collision entre eux et les fournisseurs pour vendre des biens à des prix multipliés par 3 ou par 4, parfois même plus. S'il n'y avait pas ces fonctionnaires, aucun fournisseur ne se serait rendu coupable de surfacturation. Aucun commerçant ne se serait permis de faire des manœuvres tendant à fausser les règles en matière de mise en concurrence. C'est la responsabilité première des ministres de la Défense qui se sont succédés, ensuite de tous ceux qui sont chargés, à quelque titre que ce soit, de la chaîne de dépenses au niveau du ministère de la Défense nationale. Tant que ces messieurs continueront, parce que moi je les appelle des messieurs au col blanc, tant qu'ils continueront à occuper des postes de responsabilité, soit au niveau du ministère de la Défense ou ailleurs, je trouve qu'on n'a pas fait justice à tous ces hommes qui ont perdu leur vie parce qu'ils se sont rendus coupables des actes de corruption, des actes de détournement de deniers publics. Tant que cela n'a pas été fait, nous n'honorons pas la mémoire des hommes qui sont tombés à Inates, comme je l'ai dit, à Chinagoder, à Tilia, à Bosso. C'est un impératif catégorique de tout celui qui a signé
doit rendre compte devant la justice. C'est trop facile parce que, vous savez, il ne faut pas donner la possibilité à ce régime de se dédouaner à faible. C'est facile de dire qu'un fournisseur, oui, c'est toi qui vas payer, parce qu'entre-temps, il y a eu dans le code pénal, le code de procédure pénale, une disposition qui accorde le sursis pénal à celui qui a remboursé. Oui, pour le fournisseur, mais le ministre ou le directeur des ressources financières et matérielles du ministère de la Défense, les officiers qui se sont rendus coupables de ces actes de détournement, eux, ils ne se contenteront pas de payer parce qu'ils n'ont même pas les moyens de payer ce qu'ils ont fait, parce que ce qu'ils ont fait a coûté la vie à des enfants de ce pays, à des enfants du peuple, à des enfants dont les familles continuent à souffrir le martyre. Eux ne devraient bénéficier d'aucune faveur de la part de la justice ou de la République. Maintenant, d'un point de vue général, au vu de ce qui s'est passé, du détournement qui a été révélé au niveau du ministère de la Défense, est-ce à dire que la morale nigérienne est en panne? Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. On est au Niger, au fil du temps, on a érigé les contre-valeurs à la place des valeurs. Aujourd'hui, un fonctionnaire de l'État qui gagne 100 000 francs ou 200 000 francs de salaire, à moins qu'il ne prenne un prêt bancaire, il ne peut pas construire une maison. Mais ça ne choque personne parce que c'est devenu une habitude. Chacun se lève, il construit une maison ici, une dans un autre quartier, et personne ne se pose la question de savoir où est-ce que ce fonctionnaire gagne ces moyens qui lui permettent de construire ces maisons. C'est malheureusement le constat que nous avons fait. La question de l'éthique et de la transparence a quitté la gouvernance de notre pays. Aujourd'hui, ça ne choque personne qu'on dise qu'on a détourné des milliards, pendant qu'au Burkina, vous voyez qu'un ministre de la Défense a été sommé de justifier la provenance d'un immeuble qui a une valeur d'à peu près 1 milliard. Aujourd'hui, parmi ceux qui ont géré le ministère de la Défense, il y en a qui ont des immeubles dont l'évaluation dépasse 10 fois la maison du ministre de la Défense du Burkina. Mais ils bénéficient de la protection au nom de la camaraderie. Ils sont encore en fonction, ils occupent des postes de responsabilité qui leur permettent de continuer encore à détourner les deniers publics, à user des fonds publics pour narguer le peuple. Cela doit s'arrêter à un moment. Il faut qu'il y ait une sorte de conférence qui regroupe tous les acteurs politiques, les acteurs de la société civile, pour que plus jamais ça, et que la justice, qui doit être normalement le dernier rempart du peuple, y compris vis-à-vis des gouvernants, que la justice elle-même d'abord fasse sa propre autocritique. Et puis, quand on aura des juges intègres, alors en ce moment, on va mener une lutte sans merci contre tous ceux qui profitent de leur position pour détourner les deniers publics, pour construire ou investir de manière anarchique et d'une façon de narguer, le peuple. Ensuite, la journaliste Samira Saoui est actuellement en prison pour s'être exprimée sur l'affaire de détournement au ministère de la Défense. Cette incarcération ne constitue-t-elle pas un recul grave pour notre démocratie? Écoutez, je suis un peu gêné de parler de cette affaire parce que c'est une affaire qui est pendante pour l'instruction au niveau de la justice. Mais de manière globale, j'ai toujours, moi, ce qui a été ma posture dans cette affaire. J'estime que c'est une affaire entre deux citoyens. Même si l'un des citoyens a une responsabilité parce qu'il est directeur de cabinet et fils du président de la République, mais ça reste quand même un citoyen et une citoyenne, Samira Saoui. Il y a eu une plainte de l'un des citoyens contre l'autre. Moi, je pense que dans cette affaire, il faut laisser la justice faire son travail parce que c'est regrettable pour moi qu'au XXIe siècle, qu'on continue à enfermer des citoyens parce qu'ils ont parlé. Ils ont parlé, la liberté d'expression est un principe qui est sacré dans notre constitution et dans la tradition démocratique qui est la nôtre, qui est héritée de celle de la France. Donc, pour moi, le fait même qu'il y ait une peine pour un délit de diffamation, je trouve que c'est un recul de la démocratie dans notre pays. En son temps, nous l'avons décrié lorsqu'il y a eu la loi sur la cybercriminalité. Nous avons dit que ça a été utilisé, détourné, juste pour pouvoir faire taire ceux qui ont une opinion contraire à celle des princes qui nous gouvernent. Aujourd'hui, on voit qu'à cause de cette loi sur la cybercriminalité, il sera très difficile, soit à défaut d'être téméraire, très difficile de continuer à exercer le travail de veille citoyenne qui doit être normalement celui de tous les citoyens.
Donc, parce que dès que vous parlez, ça veut dire qu'il est possible de trouver que vous avez diffamé X ou Y et de vous poursuivre. Ailleurs, la diffamation, c'est juste un délit qui se résout en dommages et intérêts. Ou la personne qui estime qu'elle a été diffamée, on condamne l'autre à lui verser des dommages et intérêts. C'est inconcevable qu'au XXIe siècle, qu'on dise qu'on a enfermé une personne pour des propos que cette personne aurait tenus soit à la télé ou dans des journaux ou même sur les réseaux sociaux. Je trouve que tous les acteurs politiques et les acteurs de la société civile doivent se mobiliser en vue que cette loi sur la cybercriminalité, que cette loi, elle soit abrogée. Ou les dispositions, en tout cas, qui sont contraires à la Constitution. D'ailleurs, cela me permet de rebondir sur la récente actualité. Parce que si je me souviens, la semaine passée, le SAMAN et le barreau de l'ordre des avocats ont également porté plainte pour diffamation contre le ministre de la Justice, garde des Sceaux, qui, je le précise, ne dispose d'aucune immunité dans ce genre de cas, parce que c'est un flagrant délit, ça a été commis en flagrant délit, il n'y a pas d'immunité, il a tout au plus une immunité de juridiction, mais de jugement. Mais vous voyez, c'est ça le 2 poids 2 mesures. Lorsqu'on poursuit Samira, on la prend, on la jette en prison. Lorsque le ministre Morou est poursuivi, enfin lui-même, par des institutions honorables comme le Saman et le barreau, lui, il reste ministre, on ne l'écoute pas, on ne déclenche aucune procédure contre lui. Je trouve que ça, c'est un recul grave pour notre démocratie. Il n'y a pas d'égalité des citoyens devant la loi. Encore une fois, je ne voudrais pas rentrer dans le fond de l'affaire parce que c'est une affaire pendante devant les tribunaux. Et maintenant, comment percevez-vous l'attitude de l'opposition qui continue à boycotter les travaux du CNDP? Bon, ici je me prononce en tant que activiste du web, politique certes. J'ai deux appréciations de l'attitude. Je trouve que la première attitude qui consiste à ne pas siéger au CNDP, je pense que c'est une attitude responsable. Parce que l'opposition, comme elle a d'ailleurs dit dans tous les courriers de réponse qu'elle a envoyés au Premier ministre président du CNDP, lorsqu'il les invitait à participer aux travaux du CNDP, l'opposition a toujours donné des raisons qui ne peuvent que trouver l'agrément d'un citoyen, des raisons parce qu'aujourd'hui nous savons que la CENI, le code électoral, comment on appelle, les différentes composantes de la CENI régionale et tout sont à la solde d'un seul parti politique. Le débat au sein du CNDP est biaisé depuis fort longtemps parce qu'il y a un diktat du PNDS par rapport aux autres composantes du CNDP. Donc c'est juste aller cautionner un hold-up préparé par le parti au pouvoir. C'est juste pour servir de faire valoir à un régime qui a décidé de ne pas partager le pouvoir, de ne rien respecter en matière de transparence dans l'organisation des élections. Cela, je trouve normal que l'opposition refuse d'y aller. Par contre, l'attitude que je condamne en tant qu'acteur politique, pour moi, il doit avoir une alternative au fait de ne pas partir, c'est-à-dire de partir au CNDP. On ne peut pas à la fois ne pas partir au CNDP et laisser le terrain au PNDS et à ses alliés au niveau de la manifestation des activités politiques. Je trouve que ça fait longtemps que l'opposition s'est murée dans une sorte d'immobilisme. Elle ne sort pas, si ce n'est des déclarations que je considère parfois comme laconiques. L'opposition doit, à défaut d'aller au CNDP, doit sortir dans les rues, se battre pour pouvoir imposer un dialogue inclusif à ce régime. Parce que ce pouvoir, malheureusement, il ne comprend qu'un seul langage. Lorsque vous refusez d'aller au CNDP, vous restez dans vos sièges, vous laissez au PNDS et à ceux qui le soutiennent d'organiser tranquillement les élections et de faire le hold-up comme ils l'ont fait en 2016. Je trouve que l'opposition doit sortir, montrer ses muscles et puis imposer à ce régime un dialogue politique inclusif. Bana Ibrahim, merci d'avoir répondu à nos questions. La suite de ce journal, 25 jours après la reprise des cours dans les établissements scolaires,
Le syndicat des scolaires de la région de Zender dresse un bilan satisfaisant et se disent confiants pour les jours à venir. Le point avec Ben Salah Moussa. Après plus de 2 mois d'interruption des cours en raison de la pandémie de la maladie à coronavirus, les établissements scolaires ont enfin repris les cours depuis le 1er juin dernier. À Zender, l'on constate l'effectivité de cette reprise des cours avec notamment le respect des mesures préconisées par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la propagation de la maladie. Ces mesures gravitent autour du port des bavettes, la distanciation et le lavage de mains à l'eau et du savon et l'utilisation des gels hydroalcooliques. 20 jours après la reprise des cours, les syndicats de l'éducation dressent un bilan. En tout cas, l'engouement a été positif parce que nous avons été dans plusieurs écoles de la ville où nous avons constaté la disponibilité de mesures barrières, notamment le dispositif de lavage de mains, mais ça c'est à l'intérieur de la ville de Zender. Pour ce qui est des écoles périphériques, selon les échos dont nous disposons, il y a beaucoup d'écoles jusqu'à présent qui n'ont pas reçu ce dispositif de lavage de mains, qui n'ont pas reçu les bâches, bien qu'on sait que nous sommes dans une période pluviale. Nous avons un peu soigné dans les différents établissements, malheureusement que même les mesures barrières édictées par le gouvernement, d'après notre constat, vraiment ça n'a pas été du tout respecté. Tu peux toutefois avoir un établissement avec un effectif pléthorique, mais avec un seul dispositif, ce qui nous a pas plu du tout. Mais d'après les autres enquêtes aussi que nous avons menées au niveau des partenaires, nous ont fait comprendre que vraiment c'est ce qui a été envoyé par le ministère. 25 jours seulement nous séparent de la fin de cette année académique 2019-2020. Déjà, les dates des examens du BEPC et du bac sont connues. Les syndicats sont confiants pour la continuité des cours jusqu'à la fin de ces 45 jours du second semestre. À chaque fois, quand on constate que quelque part, certaines de ces mesures barrières manquent, on interpelle les autorités en place pour leur dire qu'à tel niveau, il faut intervenir parce que telle chose qui doit être dans les mesures barrières n'y est pas. Donc nous sommes confiants. Nous sommes entièrement confiants vraiment à ce qui se passe actuellement dans les établissements. Même si il y a eu des préavis de grève de la fédération qui nous concernent, mais nos camarades ont eu leur propre stratégie à faire revenir les élèves dans la soirée pour les prendre en classe. Vous voyez, ça ce sont des actes salutaires que les enseignants ont pu faire. Si l'État là a été sauvé dans la région des Zender, c'est grâce aux enseignants et non grâce aux autorités. Le SINASEB et le SINACES appellent leurs homologues enseignants et même les élèves afin qu'ils s'approprient des mesures pour éviter de contracter la dangereuse maladie du coronavirus. Ils appellent l'État et ses partenaires afin de s'impliquer pleinement pour donner un cachet particulier à cette reprise des cours à travers notamment le respect des mesures barrières contre la pandémie du Covid-19. Pour les nostalgiques, les années 1980 ont été riches en production de chansons patriotiques dans notre pays. Comparé à ce qui se passe actuellement, une sorte de léthargie a gagné la production artistique des chansons. Qu'est-ce qui explique cette situation? Élément de réponse dans le reportage qui va suivre. Ce chant repris par la chorale de l'université de Niamey a été écrit par Omar Khaderi il y a plus de 40 ans de cela. À côté du chant Samari de Mmata, plusieurs autres chants patriotiques verront le jour, particulièrement sous le magistère du défunt président Sékou Touré. Malheureusement, à l'heure actuelle, comme frappé par une sécheresse, le champ de la composition des chansons patriotiques s'est considérablement appauvri, ce qui amène Yacouba Moumouni, dit Danke, à réagir en ces termes. Les artistes, ils ont raison, parce qu'aujourd'hui, on fait notre mieux ce qu'on a à faire, mais quand même, si tu vois les Samaris d'Yamata, le temps de Kunche, il y a beaucoup de Samarias qui ont
il les a mis dans les conditions. Les artistes là, les mêmes artistes là, ils ont se transformé en griots et qui vont chanter partout pour les gens et les gens lui donnent l'argent. Et les artistes qui ne font pas ça, qui ont dit ils vont rester pour vraiment chanter pour le pays, pour faire de certaines choses, ils n'arrivent pas à s'en sortir parce qu'ils sont délaissés. Les artistes ne pouvaient pas vivre de son art une fois que tu n'es pas devenu griot. Il faut jouer dans le bar, il faut jouer dans le baptême, il faut jouer dans le mariage, il faut appeler le nom des gens et pour que les gens là viennent faire de dash pour toi. Et les artistes, si tu regardes les artistes qui jouent dans le bar, qui jouent dans le mariage, qui appellent le nom des gens, ils sont plus riches que les artistes qui ont dit ok, on va chanter sur le Zorba, sur la nation et sur le pays. Et il y a un délaissement que les artistes là n'arrivent pas à vivre correctement. Donc, tu n'as pas le courage de le faire. On reste là où on est. Certes, les chansons patriotiques qui ont été composées du temps du magistère du président Sénou Kountché sont toujours d'actualité. Néanmoins, il est présentement nécessaire d'avoir de nouvelles chansons patriotiques. Ceux qui ont eu à faire cette chanson, c'était en 1976 que M. Hadderi a composé Samari de Emata Niger et que le président Kountché a décidé que ça sera l'hymne de la jeunesse. C'était en 1976, ça veut dire qu'ils étaient visionnaires. De la vision a été faite à travers toutes ces chansons. Donc ce que je pourrais dire, si dans des chansons qui ont été réfléchies il y a 20 ans, 30 ans de cela, à travers ces chansons, on peut se ressourcer pour continuer, il n'y a pas de problème. Mais je me dis que nous aussi, il faut qu'on crée pour pouvoir être visionnaire par rapport à ceux qui seront là dans 30 ans. Si on ne peut pas réfléchir par rapport à notre présent, par rapport à ce qu'on vit, si d'autres l'ont fait à notre place, alors nous, on doit se mettre à le faire pour les générations futures. Je suis d'accord que le politique doit encore s'y mettre. Ils ont beaucoup de préoccupations, la santé, la sécurité, l'éducation, mais pour faire avancer tout cela, il faut s'appuyer sur la culture. Alors je suis d'accord quand vous dites que l'État doit revenir dans son rôle pour pouvoir booster quelque chose par rapport à la culture. Enfin, le dernier mot revient aux plus hautes autorités de notre pays, particulièrement le ministère de la Renaissance culturelle, de se mettre résolument au travail en encourageant nos chanteurs à créer de nouvelles chansons patriotiques, ce qui implique un soutien moral et financier conséquent à l'endroit des artistes. Ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi et je vous souhaite de passer une excellente soirée.